Je m'appelle Élise Dupont, et ma vie, vue de l'extérieur, ressemble à un tableau impressionniste, élégante, colorée, imprégnée de cette lumière parisienne qui fait rêver le monde entier. Imaginez un appartement haussmannien au cœur du 7e arrondissement, avec ses hauts plafonds moulurés, ses parquets qui craquent sous les pas comme un murmure d'histoire, et une vue imprenable sur la Seine qui scintille sous le soleil matinal. C'est là que je vis, ou plutôt que j'existe, aux côtés d'Antoine, mon mari depuis 10 ans. Antoine, avec son sourire charismatique qui conquiert les salles de réunion comme les cœurs des investisseurs. Il est cadre supérieur dans l'empire industriel de mon père, Henri Dupont, ce géant des usines automobiles qui a bâti sa fortune sur l'acier et l'innovation. Mon père, un homme d'affaires impitoyable, m'a toujours protégé ou isolé, c'est selon des arcanes du pouvoir. Ma fille, reste dans la lumière des salons, pas dans l'ombre des bureaux, me disait-il souvent, avec cette voix grave qui ne tolérait aucune contradiction. Ce matin-là, comme tant d'autres, je suis assise à la table du petit déjeuner, un café fumant entre les mains. La porcelaine fine, héritée de ma grand-mère, teinte doucement quand je pose la tasse. Dehors, Paris s'éveille, les klaxons des voitures sur le quai, le bruit lointain d'un accordéoniste qui joue pour les touristes près du pont Alexandre III. Antoine entre dans la pièce, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, sa cravate nouée avec cette précision qui le caractérise. Il pose un baiser distrait sur ma joue, un geste machinal qui sent le parfum boisé de son aftershave. « Bonjour, chérie. »« Bien dormi ?» demande-t-il, sans vraiment attendre de réponse, déjà plongé dans ses dossiers étalés sur la table. Je souris, comme toujours, ce sourire poli que j'ai perfectionné au fil des ans. « Oui, et toi ? Ton voyage à Lyon s'est bien passé ? » Il hoche la tête, les yeux rivés sur un rapport financier. « Excellente affaire. Ton père m'a confié un nouveau projet, une fusion avec un sous-traitant allemand. C'est énorme, Élise. Ça pourrait doubler nos parts de marché en Europe. » Je l'écoute, fasciné par son enthousiasme, cet éclat dans ses yeux verts qui m'avait séduite il y a des années, lors d'un gala à Versailles. À l'époque, Antoine n'était qu'un jeune ambitieux, gravissant les échelons de l'entreprise familiale. Mon père l'avait repéré, l'avait promu, et bientôt, il était devenu indispensable. Notre mariage avait scellé cette alliance. Moi, la fille unique, héritière présumée, et lui, le gendre idéal. Mais au fil du temps, quelque chose s'est insinué, comme une ombre discrète sur un tableau ensoleillé. Antoine brille en public et négocie des contrats à Bruxelles, parade au dîner mondain de l'Élysée, serre la main de ministres et de PDG. Moi, je reste en retrait, organisant les soirées, gérant la maison, jouant le rôle de l'épouse parfaite. Hier encore, au bureau de l'entreprise, un immeuble moderne en verre et acier près de la Défense, j'avais osé suggérer une idée lors d'une réunion informelle. Et si on investissait dans des technologies écologiques ? Des batteries durables pour les voitures électriques ? Antoine avait ri, un rire condescendant qui avait fait rougir mes joues. Laisse ça aux pros, chérie. Tu es douée pour les arts, pas pour les chiffres. Ce souvenir me pince le cœur tandis que je verse du lait dans mon café. La normalité de notre routine masque une tension grandissante, comme un fil tendu qui pourrait se rompre à tout moment. Mon père est malade depuis des mois, un cancer qui le ronge lentement, confiné dans sa villa de Neuilly-sur-Seine. Les médecins parlent de semaines, peut-être de mois. Antoine le visite souvent, plus par devoir que par affection, et revient avec des nouvelles laconiques. Il tient le coup, mais il faut préparer la transition. Transition. Ce mot sonne comme une menace voilée. Je sais qu'Antoine rêve de prendre les rênes, de devenir le nouveau patriarche. Il ignore tant de choses, les secrets que mon père m'a confiés lors de nos promenades solitaires dans les jardins de Versailles, quand il me parlait de l'héritage réel, pas celui des apparences. « Élise, tu es plus forte que tu ne le crois », m'avait-il dit un soir, ses mains tremblantes serrant les miennes. Ne te laisse pas effacer. Pourtant, je me sens effacée. Dans notre appartement, les murs sont ornés de tableaux que j'ai choisis, des Monet, des Renoir, mais c'est Antoine qui décide des invités au dîner. Hier soir, nous avons reçu des partenaires d'affaires, des hommes en costume sombre, parlant de marché et de profit. J'ai servi le vin, écouté leurs blagues machistes avec un rire fin, tout en sentant un vide grandir en moi. Antoine m'a à peine regardé, trop occupé à charmer une jeune investisseuse venue de Berlin.
Ses yeux sur elle, ce regard que je connais bien. Non, je chasse cette pensée. Pas de paranoïa. Mais la tension est là, palpable, comme l'air chargé avant un orage sur la Seine. Dehors, un bateau-mouche glisse sur l'eau, emportant des touristes émerveillés. Je les envie, leur insouciance. Antoine plie ses dossiers, se lève. Je file au bureau. Soirée gala ce soir, n'oublie pas ta robe rouge, elle te va si bien. Il m'embrasse à nouveau, plus longuement cette fois, mais je sens une distance. Quand la porte se ferme derrière lui, je reste seule avec mes pensées. La normalité craquelle, de petits signes, comme son téléphone qui vibre constamment avec des messages qu'il lit en cachette, ou ses absences prolongées pour réunions tardives. Et mon père, alité, qui m'appelle parfois la nuit, Élise, protège-toi. Antoine est ambitieux, mais l'ambition peut aveugler. Je me lève, marche vers la fenêtre. Paris s'étend devant moi, la tour Eiffel au loin, symbole de grandeur et de fragilité. Mon cœur se serre une frustration sourde, un pressentiment que quelque chose va changer. Pour l'instant, je joue le jeu, masquant mes doutes derrière un masque de sérénité. Mais au fond de moi, une étincelle s'allume, la fille du magnate n'est pas si naïve. L'orage approche, et je sens que je serai au centre de la tempête. Les heures passent dans une routine familière. Je descends dans les rues animées, fais des courses chez les artisans du quartier, du pain frais à la boulangerie, des fleurs chez le fleuriste qui me connaît depuis l'enfance. Madame Dupont, toujours aussi élégante, me dit-il avec un clin d'œil. Élégante, oui, mais invisible. De retour à l'appartement, je prépare le déjeuner, une salade niçoise, simple mais raffinée. Antoine appelle, chérie, je serai en retard ce soir. Prépare-toi sans moi. Encore une fois. Je raccroche, le regard perdu sur la Seine qui coule inlassablement. Les souvenirs affluent, notre lune de miel à Saint-Tropez, où Antoine me promettait le monde, les naissances manquées, ces fausses couches qui ont creusé un fossé entre nous, les soirées où il brillait et moi, je souriais dans l'ombre. La tension grandit, comme une marée montante. Mon père m'a légué plus que de l'argent, un empire, des secrets. Antoine l'ignore, croit que je suis faible, dépendante. Mais je sens le vent tourner. Le soir tombe sur Paris, les lumières s'allument comme des étoiles artificielles. Je m'habille pour le gala, la robe rouge, soyeuse, qui moule mes courbes avec élégance. Dans le miroir, je vois une femme de 35 ans, aux cheveux châtains cascadant sur les épaules, aux yeux bleus qui trahissent une profondeur insoupçonnée. Antoine rentre enfin, pressé, ajustant sa montre Rolex, un cadeau de mon père. Tu es magnifique, dit-il, mais ses yeux glissent sur moi comme sur un objet. Dans la voiture qui nous emmène au Louvre, où se tient l'événement, il parle sans cesse de l'entreprise. Avec la santé de ton père, il faut anticiper. Je serai prêt. Prêt pour quoi? Je ne réponds pas, observant les rues défiler, les cafés bondés, les amoureux enlacés. Une normalité que j'envie. Au gala, les flashs des photographes, les verres de champagne qui tintent. Antoine serre des mains, rit fort. Moi, je reste à ses côtés, souriante, mais intérieurement, la tension bout. Un investisseur s'approche. Madame Dupont, votre père est un génie. Et vous, que faites-vous? Avant que je réponde, Antoine intervient, Élise est mon pilier à la maison. Pilier. Comme un meuble. Le sourire se fige sur mes lèvres. Plus tard, seul sur la terrasse surplombant les jardins des Tuileries, je respire l'air frais. Les étoiles scintillent au-dessus de la ville lumière. Mon téléphone vibre, un message de l'hôpital. Votre père souhaite vous voir demain. Mon cœur s'emballe. La normalité s'effrite définitivement. Antoine me rejoint, pose une main possessive sur mon épaule. Tout va bien, demande-t-il. Je hoche la tête, mais au fond, je sais, la tension est devenue une fissure. Bientôt, elle deviendra une brèche. Et je serai prête. Le premier signe de trahison s'insinua dans notre vie comme une ombre furtive, discrète au début, mais impossible à ignorer une fois remarquée. C'était un soir d'automne parisien, de ceux où la pluie fine tambourine doucement contre les vitres, transformant les rues en miroirs luisants sous les réverbères. Notre appartement, ce havre de luxe avec ses meubles anciens et ses tapis persans, semblait enveloppé d'une quiétude trompeuse.
J'avais préparé un dîner intime, comme je le faisais souvent pour tenter de raviver cette flamme qui s'éteignait peu à peu entre nous. La table était dressée avec soin, nappe en lin blanc immaculé, bougies parfumées à la vanille qui dansaient dans l'air, et un coq au vin mijoté pendant des heures, recette héritée de ma mère. L'odeur riche des herbes et du vin rouge emplissait le salon, mêlée à celle des roses fraîches que j'avais achetées au marché de la rue Claire ce matin-là. Antoine était en retard, comme de plus en plus souvent ces derniers temps. J'attendais, assise sur le canapé en velours, un verre de Bordeaux à la main, observant les lumières de la tour Eiffel qui clignotaient au loin à travers la baie vitrée. Mon esprit vagabondait vers les jours heureux de notre mariage, quand il rentrait avec des bouquets de lys, me murmurant des promesses d'éternité. Mais ces souvenirs étaient désormais teintés d'une amertume subtile. Le tic-tac de l'horloge ancienne, un cadeau de mon père, marquait les minutes avec une impatience grandissante. Enfin, la porte d'entrée claqua, et Antoine apparut, son manteau encore sur les épaules, son téléphone serré dans la main comme un talisman. Ses yeux verts que j'adorais, étaient fuyants, évitant mon regard. « Désolé, chérie, réunion interminable au bureau », marmonna-t-il en ôtant son manteau d'un geste las. Il posa un baiser rapide sur mon front, mais je sentis une distance, une froideur qui n'était pas là avant. J'y feignis l'indifférence, me levant pour l'accueillir avec un sourire forcé. « Ce n'est rien, le dîner est prêt. Viens, raconte-moi ta journée. » Mais alors que je m'approchais pour l'aider avec son manteau, mon regard glissa sur l'écran de son téléphone, qu'il n'avait pas verrouillé. Un message s'affichait, clair et cruel: « Rendez-vous demain, amour. Hâte de te revoir. » Amour ? Mon estomac se noua instantanément, comme si une main invisible l'avait serré. Qui était cet amour ? Pas moi, certainement. Le mot clignotait dans mon esprit, un poignard invisible. Je ravalai ma surprise, servant le vin avec des mains qui tremblaient légèrement. Le liquide rouge coula dans les verres en cristal, tintant comme un avertissement. Antoine s'assit, semblant ne rien remarquer, et commença à manger distraitement. Rien d'intéressant aujourd'hui. Ton père est de plus en plus faible, Élise. Je dois tout gérer maintenant, les contrats, les fournisseurs. Il compte sur moi. Sa voix était assurée, presque possessive, comme s'il se positionnait déjà en maître de l'empire familial. Contrôleur, déjà. Je hochai la tête, mâchant lentement une bouchée qui avait soudain perdu toute saveur. Intérieurement, un tourbillon se formait. Était-ce de la paranoïa ? Ou le début de quelque chose de plus sombre ? Plus tard, une fois le dîner terminé, un repas tendu, ponctué de silences gênants et de ses réponses évasives à mes questions, Antoine s'éclipsa dans son bureau pour vérifier des emails. Seul dans la chambre, je ne pus résister. Mon cœur battait la chamade tandis que je fouillais discrètement les poches de son manteau, suspendu dans l'entrée. Mes doigts tremblants trouvèrent un ticket de restaurant, un bistrot chic du Marais, pour 2 personnes, daté de la veille. Pas avec moi. J'avais passé cette soirée seule, à lire un roman près de la cheminée. La trahison germait, comme une graine empoisonnée plantée dans le sol fertile de mes doutes. Le lendemain matin, la tension s'amplifia. Le soleil filtrait à travers les voilages de notre chambre, peignant la pièce d'une lumière dorée qui contrastait avec l'obscurité grandissante en moi. Antoine était déjà levé, préparant le café dans la cuisine ouverte. Je descendis, encore en peignoir de soie, mes cheveux ébouriffés d'une nuit agitée. « Bonjour », dis-je doucement, m'approchant pour l'embrasser. Il me regarda de haut en bas, un sourcil arqué. « Tu devrais t'habiller plus élégamment, chérie. Pour l'image. On ne sait jamais qui pourrait passer au bureau aujourd'hui. » Son ton était possessif, presque réprobateur, comme si j'étais une employée à corriger plutôt qu'une épouse. Cela me glaça le sang. Élégamment ? Pour qui ? Pour ses collègues, ou pour cette amour mystérieuse ? Je sentis une vague de froid m'envahir, mais je souris faiblement. Bien sûr, Antoine. Je vais choisir quelque chose de plus approprié. Assis au comptoir, sirotant son espresso, il continua sur sa lancée, comme si de rien n'était. Élise, reste à la maison aujourd'hui. Les affaires sont pour les hommes, ton père le sait bien. Concentre-toi sur les dîners, les invitations. C'est là que tu excelles. Sa voix résonnait comme un ordre, déguisé en conseil bienveillant. Je me rappelais nos débuts,
Il était si charmant, m'envoyant des fleurs tous les vendredis, me courtisant avec des promenades main dans la main le long des Champs-Élysées. Tu es ma muse, me disait-il alors. Maintenant, il décidait de tout de mes amis, qu'il jugeait frivoles, à mes hobbies, comme mes cours de peinture qu'il qualifiait de passe-temps inutiles. La manipulation s'insinuait, comme un poison lent qui s'infiltrait dans mes veines, me rendant dépendante, effacé. Mon père, alité à l'hôpital Saint-Louis, m'avait murmuré lors de ma dernière visite. Protège-toi, ma fille. Les ambitieux comme Antoine voient le monde en termes de pouvoir. Ces mots revenaient en écho, amplifiés par les événements récents. Assise face à lui ce matin-là, je sentis les larmes monter, mais je les ravalai, observant Antoine qui pianotait sur son téléphone avec un sourire en coin. Étais-je paranoïaque? Non, c'était réel. Les signes s'accumulaient, ces absences prolongées, ces regards distants, et maintenant ce message, ce ticket. Antoine visait plus haut, ignorant que j'héritais de toutes les actions, le contrôle total de Dupont Industries, légué en secret par mon père pour me protéger précisément de ce genre d'ambition dévorante. Les jours suivants, la suspicion grandit comme une vigne envahissante. Je commençais à remarquer les détails, son parfum qui changeait subtilement, mélangeant son aftershave habituel à une note florale inconnue, des appels qu'il prenait en s'isolant dans le jardin-terrasse, sa voix basse et rieuse, des factures de hôtel que je trouvais par accident dans ses tiroirs. Paris, cette ville d'amour et de secrets, semblait complice de sa duplicité. Un après-midi, alors que je flânais seul au Louvre, un de mes refuges, entouré des chefs-d'œuvre qui me rappelaient ma propre valeur, je reçus un appel de mon père. Sa voix faible, entrecoupée de tout, « Élise, Antoine est venu me voir. Il parle de succession, comme si c'était acquis. Méfie-toi. » Je raccrochai, le cœur serré, observant la victoire de Samothrace, symbole de triomphe ailé. Était-ce un présage pour moi? De retour à l'appartement, je préparai un thé à la menthe, assise sur le balcon, enveloppée dans un châle cachemire. La Seine coulait en bas, indifférente à mes tourments, emportant des feuilles mortes vers l'horizon. Antoine rentra plus tôt ce jour-là, inhabituel. Il m'embrassa avec une tendresse feinte, me tendant un petit cadeau, une écharpe Hermès. Pour toi, chérie. Pour te remercier de ton soutien. Mais ses yeux évitaient les miens, et je sentis le mensonge. Ce soir-là, lors d'un dîner avec des amis, un couple d'investisseurs qui l'avait invité sans me consulter, il monopolisa la conversation, vantant ses succès à l'entreprise. Avec Henri affaibli, je prends le relais. Élise, dis-leur comment je gère tout. Je souris, mais intérieurement, la fissure s'élargissait. Une amie, discrètement, me glissa, il semble si dominant. Tu vas bien? Je hochai la tête, mais le doute s'ancrait point. La nuit venue, seul dans le lit king size au drap de soie, je ne dormis pas. Les lumières de la ville filtraient à travers les rideaux, projetant des ombres dansantes sur les murs. Antoine ronflait paisiblement à mes côtés, ignorant le chaos qu'il avait semé. Mes larmes coulèrent en silence, chaudes sur l'oreiller. La trahison n'était plus un soupçon, mais une réalité qui me rongeait. Pourtant, au milieu de la douleur, une résolution naissait, observer, attendre, et ne pas laisser ce poison me détruire. Antoine ignorait mon pouvoir caché, ce legs qui me rendrait invincible. Pour l'instant, je ravalais ma douleur, feignant la normalité. Mais la graine de la révolte avait germé, prête à éclore dans la tempête à venir. Paris, avec ses mystères, serait témoin de ma transformation. La honte frappa comme un éclair en pleine lumière, illuminant cruellement les fissures de notre mariage que j'avais si longtemps ignorées. C'était lors du gala annuel des industries françaises, un événement somptueux organisé au cœur du Louvre, ce palais des rois transformé en temple de l'élite parisienne. Imaginez la grandeur, les salles au plafond ornées de fresques centenaires, les lustres en cristal qui scintillaient comme des constellations descendues sur terre, et une foule de VIP ministres en smoking impeccable, PDG aux montres Patek Philippe, et des femmes drapées dans des robes couture de chez Dior ou Chanel. L'air était saturé de parfums coûteux, de rires sophistiqués et du tintement des verres de champagne millésimés. Moi, Élise, j'étais là aux côtés d'Antoine, dans une robe élégante en soie noire qui moulait mes formes avec une grâce discrète, un collier de perles hérité de ma mère autour du cou. J'avais passé l'après-midi chez le coiffeur du Faubourg Saint-Honoré, mes cheveux relevés en un chignon sophistiqué, un maquillage subtil soulignant mes yeux bleus. De l'extérieur,
nous formions le couple parfait, lui, charismatique et ambitieux, moi, l'épouse fidèle et raffinée. Et la soirée avait commencé sur une note prometteuse. Nous étions arrivés en limousine, glissant à travers les rues illuminées de Paris, la scène reflétant les lumières comme un miroir brisé. Antoine tenait ma main dans la voiture, ses doigts entrelacés aux miens avec une possessivité que je prenais encore pour de l'affection. « Ce soir, c'est notre nuit, chérie », avait-il murmuré, son souffle chaud contre mon oreille. Mais déjà, une tension subtile vibrait en moi, nourrie par les signes récents, ce message amour sur son téléphone, ce ticket de restaurant, ces critiques voilées. Pourtant, je m'accrochais à l'illusion, souriant au photographe qui nous mitraillait à l'entrée. Le tapis rouge s'étendait comme un chemin de gloire, et nous avancions, bras dessus bras dessous, sous les applaudissements polis. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique. Des serveurs en livrée circulaient avec des plateaux d'huîtres fraîches de Cancale et de caviar beluga, tandis qu'un orchestre de chambre jouait du Vivaldi en fond sonore. Antoine naviguait dans la foule avec aisance, serrant des mains, échangeant des blagues avec des investisseurs allemands et des banquiers suisses. « Élise, voici Monsieur Leclerc, du ministère de l'économie », me présentait-il, mais ses introductions étaient brèves, comme si j'étais un accessoire. Je souriais, engageais des conversations superficielles sur l'art ou la mode, tout en sentant un vide grandir. Mon père, trop faible pour assister, m'avait appelé plus tôt, « Représente-nous bien, ma fille. Et observe. » Ces mots résonnaient comme un avertissement. Puis vint le moment du discours. L'organisateur annonça Antoine comme l'un des orateurs vedettes, le visionnaire de Dupont Industries. La foule applaudit, et il monta sur la scène improvisée sous la pyramide de verre, micro en main, sous les projecteurs qui le nimbaient d'une aura presque divine. Je restais en bas, au premier rang, clapant des mains avec les autres, un sourire fier plaqué sur mes lèvres. « Mesdames, messieurs », commença-t-il d'une voix assurée, résonnante dans la salle immense. « L'avenir de Dupont Industries est entre de bonnes mains, les miennes. » Rire poli dans l'assistance, des hochements de tête approbateurs. Il parla de fusion, d'innovation, de marchés émergents en Asie, peignant un tableau radieux de l'empire familial. J'étais fier, ou du moins je le croyais encore. Mais alors, il se tourna vers moi, me désignant d'un geste théâtral. Et bien sûr, je ne pourrais pas y arriver sans ma chère Élise, mon fidèle soutien. Une pause, un sourire malicieux. Mais soyons honnêtes, elle excelle en décoration d'intérieur, pas en affaires. Laissez-moi les chiffres, et elle s'occupera des rideaux. La salle éclata de rire, un rire tonitruant qui rebondit contre les murs historiques du Louvre. Des regards se posèrent sur moi, amusés, compatissants pour certains, moqueurs pour d'autres. Mon visage brûla instantanément, une chaleur cuisante montant de ma poitrine à mes joues. Humilié, je restai figé, le sourire toujours accroché comme un masque craquelé. Intérieurement, un ouragan se déchaînait, trahison publique, réduction à une potiche insignifiante. Moi, la fille d'Henri Dupont, héritière d'un empire, reléguée à un rôle de femme au foyer par une blague cruelle. Des murmures me parvinrent. « Pauvre femme, si naïve », chuchota une dame en robe rouge à son voisin. Il a raison, ces épouses de magnats ne comprennent rien aux affaires. Antoine descendit de la scène sous les applaudissements, triomphant, et m'embrassa sur la joue comme si de rien n'était. C'était une blague, chérie. Pour détendre l'atmosphère. Mais ses yeux verts disaient le contraire, une lueur de domination, de satisfaction à m'avoir remise à ma place devant tout Paris. Je hochai la tête, murmurant un « bien sûr » inaudible, mais mon monde vacillait. La soirée continua dans un brouillard, des toasts, des danses sous les lustres, mais je n'étais plus là. Chaque rire autour de moi semblait dirigé contre moi, chaque regard une piqûre. Enfin, nous partîmes, glissant dans la limousine noire qui nous attendait. Les rues de Paris défilaient, le Pont-Neuf illuminé, les cafés encore animés malgré l'heure tardive. Assise à l'arrière, les larmes jaillirent enfin, silencieuses au début, puis en sanglots étouffés. « Pourquoi m'as-tu ridiculisé comme ça ?» demandai-je, la voix brisée. Antoine haussa les épaules, consultant son téléphone. « C'était pour rire, Élise. Tu es trop sensible. Les gens ont adoré. » Sensible ? Non, brisée. Cette nuit-là, de retour dans notre appartement, je ne dormis pas allongé dans le lit au drap froissé, je fixais le plafond, les souvenirs affluant comme une marée noire.
Ces critiques constantes, laisse les pros s'en occuper, disait-il quand je proposais une idée. Ces absences suspectes, ces réunions tardives qui sentaient le mensonge. L'humiliation avait creusé un abîme en moi, révélant son mépris profond, ce dédain qu'il masquait derrière des sourires. Paris scintillait dehors, la ville lumière indifférente à ma douleur, mais mon monde s'effondrait, pierre par pierre. Je me sentis petite, invisible, comme si j'avais été effacée d'un coup de pinceau cruel. Pourtant, au milieu de cette tempête émotionnelle, une étincelle naquit, la colère. Une flamme rougeoyante qui consumait le désespoir. Mon père m'avait légué non seulement des biens, des usines, des actions, un empire valant des milliards, mais du pouvoir. Un pouvoir qu'Antoine ignorait totalement, croyant que tout lui reviendrait par mariage. Allongée là, les yeux humides, je repensais à ses confidences. Élise, les actions sont à ton nom. Protège-toi. Cette blessure publique fut le catalyseur, transformant ma peine en une résolution naissante. Le lendemain, je me levai avec un nouveau regard sur le monde. Paris s'éveillait, les boulangeries embaumant l'air de croissants frais, les joggeurs courant le long de la Seine. Mais en moi, l'orage grondait encore. Les jours suivants, l'humiliation résonna comme un écho persistant. Au bureau de l'entreprise, des collègues me lançaient des regards en coin, certains avec pitié, d'autres avec amusement. « Belle blague de votre mari », me dit une assistante lors d'une pause café. Je souris poliment, mais intérieurement, la rage bouillonnait. Antoine, lui, agissait comme si rien n'était arrivé, m'envoyant des fleurs le lendemain, des roses rouges de chez un fleuriste renommé, avec une carte, pour ma muse sensible. Muse. Le mot me fit grincer des dents. Je commençai à observer plus attentivement, ses appels discrets, ses sorties inexpliquées. Un soir, seul dans le salon, je fouillai son ordinateur portable laissé ouvert, des emails ambigus à une certaine Claire, une collègue, parlant de « rendez-vous privé ». La trahison se confirmait, couche par couche. Paris, avec ses avenues grandioses et ses secrets cachés, devint le décor de ma transformation intérieure. Je marchais des heures le long des quais, passant devant Notre-Dame en reconstruction, sentant le vent froid de l'automne sur mon visage. Les touristes prenaient des selfies, insouciants, tandis que je ruminais. L'humiliation n'était pas qu'une blague, c'était une déclaration de guerre subtile, Antoine affirmant sa supériorité, me reléguant à l'ombre pendant qu'il visait la lumière. Mais j'avais les clés du royaume, ces documents secrets que mon père m'avait remis lors d'une visite à l'hôpital, un testament irréfutable, me léguant tout. Antoine l'ignorait, croyant que je n'étais qu'une héritière passive. Cette étincelle de colère grandit en feu. Je commençai à planifier, discrètement, contacter un avocat en droit des affaires, relire les contrats de l'entreprise. Les nuits étaient agitées, remplies de rêves où je montais sur cette même scène du Louvre, révélant la vérité au monde. L'humiliation avait ouvert une brèche, et par cette brèche, ma force s'infiltrait. Paris, la ville des révolutions, semblait m'encourager. Bientôt, l'orage éclaterait, et Antoine en serait la première victime. Pour l'instant, je feignais la soumission, mais intérieurement, j'étais prête à contre-attaquer. La prise de conscience vint comme un lever de soleil après une nuit interminable, illuminant les recoins sombres de mon esprit que j'avais si longtemps évités. C'était dans le bureau de mon père, à Versailles, cette villa grandiose entourée de jardins impeccables qui imitaient ceux du château royal, avec leurs étayers au cordeau et leurs fontaines murmurantes. L'air y était chargé d'une odeur de vieux cuir et de papier ancien, mêlée à celle des cigares cubains que papa fumait autrefois lors de ses nuits blanches de négociation. J'étais venue me réfugier là après le gala au Louvre, fuyant l'appartement parisien qui me semblait désormais une prison dorée. Les événements de la soirée, cette humiliation publique, ce rire collectif qui résonnait encore dans mes oreilles comme un écho moqueur m'avait laissé exsangue, le cœur battant d'une rage contenue. Mon père, alité dans sa chambre adjacente, relié à des machines qui bipaient rythmiquement, m'avait fait signe d'entrer. Ses yeux, autrefois perçants comme ceux d'un aigle, étaient maintenant voilés par la maladie, mais ils brillaient encore d'une intelligence farouche. « Élise, approche-toi » avait-il murmuré d'une voix rauque, sa main tremblante serrant la mienne avec une force surprenante. La chambre était sombre, les rideaux de velours pourpre tirés pour atténuer la lumière du jour, et l'odeur médicinale flottait comme un fantôme. Il m'avait remis une enveloppe scellée, cachetée de son sceau personnel un lion rampant, symbole de notre famille. « Tu as tout, ma fille. »
Ces mots, prononcés avec effort, avaient percé le brouillard de ma douleur. J'avais ouvert l'enveloppe plus tard, seule dans son bureau, assise à son immense table en acajou poli, entourée de bibliothèques remplies de volumes reliés sur l'économie et l'histoire industrielle. Les documents secrets s'étalaient devant moi, des certificats d'action, des testaments notariés, des rapports confidentiels. Tout était à mon nom. Antoine croyait hériter via moi, par le biais de notre mariage et de son rôle dans l'entreprise, mais j'étais l'héritière directe, la gardienne absolue de l'empire Dupont. Papa avait tout prévu, anticipant les ambitions dévorantes de mon mari. Il te sous-estime, avait ajouté mon père avant de sombrer dans le sommeil. Comme tant d'autres. Seul dans cette pièce chargée d'histoire, les murs ornés de portraits d'ancêtres, des magnats du XIXe siècle au regard sévère, je me laissais submerger par les réflexions. Les rayons du soleil filtraient à travers les vitres, projetant des motifs dansants sur les documents, comme pour illuminer la vérité. Je repensais à ces contrôles insidieux. Antoine décidait de mes tenues, de mes sorties, même de mes opinions. « Chérie, ce n'est pas pour toi », disait-il avec ce sourire paternaliste quand je proposais une idée pour l'entreprise. Et ses infidélités. Les preuves s'étaient accumulées comme des pièces d'un puzzle macabre. J'avais volé un regard sur ses emails, un soir où il avait laissé son ordinateur ouvert dans le salon parisien. Amour n'était pas un surnom affectueux pour moi, mais pour elle Claire, une collègue ambitieuse aux cheveux blonds et au rire cristallin, que j'avais croisée lors de dîners d'affaires. Leur message était explicite, des rendez-vous clandestins dans des hôtels du quartier latin, des promesses chuchotées de « bientôt », quand tout sera à nous. Mon estomac se noie à nouveau au souvenir, une nausée familière montant comme une vague point et la manipulation émotionnelle était son arme la plus affûtée. Il me flattait pour mieux me rabaisser ensuite, un jeu cruel qu'il maîtrisait à la perfection. « Tu es belle, Élise, si élégante », murmurait-il le matin, pour ajouter le soir, mais pas assez ambitieuse pour comprendre les enjeux. Ces mots étaient des armes invisibles, des flèches empoisonnées qui s'enfonçaient dans mon estime de soi, me faisant douter de ma valeur. Je me vis dans le grand miroir ovale du bureau, celui où papa se rasait autrefois, mes yeux cernés par les nuits blanches, mon visage pâle encadré de cheveux châtains légèrement ébouriffés, mais mon regard était clair, aiguisé par une nouvelle lucidité. Pourquoi avais-je toléré tout cela? Par amour? Cet amour que je croyais réciproque, mais qui n'était qu'une illusion? Par peur de la solitude, dans cette vie de luxe où l'isolement était masqué par les apparences? Non, c'était plus profond, un conditionnement. Fille unique d'un magnate, j'avais été élevée dans l'ombre protectrice de papa, apprenant à obéir, à plaire, à ne pas faire de vagues. Les femmes comme toi sont faites pour briller en société, pas pour diriger, m'avait-on répété, des échos de la vieille école patriarcale que même Paris, la ville des Lumières, n'avait pas entièrement effacé. Mais maintenant, la vérité éclatait comme un feu d'artifice sur la scène un soir de Bastille. Antoine visait l'Empire, me utilisant comme un pion sur l'échiquier des affaires. Il me manipulait pour consolider sa position, comptant sur ma supposée naïveté pour s'emparer de tout après la mort de papa. Des flashbacks affluèrent, vifs et douloureux, nos disputes dans l'appartement, où il twistait mes mots avec une habileté diabolique. Je n'ai jamais dit ça, Élise. Tu imagines des choses, affirmait-il quand je l'accusais d'absence suspecte, me faisant douter de ma mémoire, de ma santé mentale. Gaslighting pur, ce terme que j'avais lu dans un article en ligne, caché sur mon téléphone lors d'une nuit d'insomnie. Il me isolait subtilement de mes amis, critiquant leurs influences, pour me rendre dépendante de lui seul. Ils ne comprennent pas notre monde, disait-il, refermant le cercle autour de moi. Assise là, les doigts crispés sur les documents, je sentis une force naître en moi, fragile comme une pousse printanière, mais réelle, indéniable. C'était comme si les murs du bureau, imprégnés des victoires de papa, m'insufflaient leur énergie. Assez, murmurai-je à voix haute, ma voix résonnant dans la pièce vide. Assez de cette vie effacée, de ces humiliations masquées en blagues, de ces trahisons qui rongeaient mon âme. Paris bruissait dehors, indifférent à mes tourments, les voitures klaxonnant sur l'avenue de Paris, les touristes flânant dans les jardins, les cloches de la cathédrale sonnant l'heure. Mais en moi, un plan se formait, feindre la soumission, observer ses moindres gestes, recueillir plus de preuves. J'appellerais un avocat discret, un vieil ami de papa, pour sécuriser mes droits. Je relus les documents,
des clauses irréfutables, des transferts d'actions datant de mon 25e anniversaire, tout conçu pour me protéger. Les heures passèrent dans une introspection profonde. Je me levai, marchant pieds nus sur le tapis oriental usé par les pas de génération, touchant les objets familiers, le globe terrestre où papa marquait ses conquêtes industrielles, la photo de famille où je posais enfant, sourire innocent, entre lui et maman décédée trop tôt. Les larmes coulèrent, chaudes et libératrices, lavant les années de doute. La conscientisation transformait ma douleur en résolution, une alchimie intérieure qui me rendait plus forte. J'étais plus qu'une épouse effacée, plus qu'une héritière passive. J'étais Élise Dupont, détentrice d'un pouvoir immense, prête à le revendiquer. Le soir tomba sur Versailles, les jardins s'illuminant de lumière douce, comme un décor de conte de fées. Je retournai à Paris en voiture, la route bordée d'arbres centenaires, mon esprit bouillonnant d'idées. Antoine m'appela, « Où es-tu, chérie ? Le dîner est prêt. » Sa voix, suave, masquait l'impatience. Je répondis calmement, « J'arrive. » Mais intérieurement, le changement était amorcé. Je commençai à noter tout, ses appels, ses sorties, même ses regards fuyants. Un jour, je piratai son compte email, un acte impulsif, guidé par une amie experte en informatique que j'avais recontactée en secret. Les preuves s'empilaient, non seulement claires, mais des plans pour restructurer l'entreprise à son profit, ignorant mon rôle central. Paris m'accueillit avec ses lumières éternelles, la tour Eiffel scintillant comme un phare dans la nuit. De retour à l'appartement, je feignis la fatigue, m'isolant dans la chambre d'amis. Allongé sur le lit au drap frais, je repensais à tout, l'humiliation au gala, les signes de trahison, le legs de papa. La force grandissait, un feu intérieur qui consumait les chaînes invisibles. J'étais prête à observer, à attendre le moment propice. La conscientisation n'était pas une fin, mais un début, le prélude à ma renaissance. Bientôt, Antoine découvrirait que la potiche qu'il méprisait était en réalité la reine de l'échiquier. Le point de rupture arriva comme une déflagration silencieuse, au moment précis où tout bascula dans une salle notariale austère du 8e arrondissement, non loin des Champs-Élysées. La mort de mon père avait été rapide, presque miséricordieuse après des mois de souffrance. Henri Dupont s'était éteint une nuit de novembre, entouré de ses livres et du parfum des roses blanches que j'avais fait livrer chaque jour. Paris pleurait sous une pluie fine, comme si la ville elle-même portait le deuil de son magnate. Les obsèques avaient été grandioses, une cérémonie à Saint-Louis des Invalides, suivie d'un cortège interminable de limousines noires jusqu'au cimetière de Passy. Antoine avait joué son rôle à la perfection, le gendre éploré, serrant des mains, prononçant un discours émouvant sur l'héritage visionnaire de papa, tout en jetant des regards discrets vers les caméras. Moi, vêtu de noir, voile baissé, je marchais derrière le cercueil, le cœur déchiré mais l'esprit étrangement clair. C'était fini. Plus de murmures secrets à l'hôpital, plus de mains tremblantes me remettant des enveloppes. Tout était désormais entre mes mains. Antoine accéléra la succession avec une efficacité qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. Dès le lendemain des obsèques, il organisa la réunion chez le notaire de famille, maître Bertrand, un homme grisonnant aux lunettes rondes et à la voix monocorde. L'étude était un sanctuaire du droit, mur lambrissé de chaînes sombres, portraits d'ancêtres juridiques, et une odeur d'encre et de vieux parchemins. Nous étions assis autour d'une table ovale, Antoine à ma droite, impeccable dans un costume anthracite, son parfum boisé emplissant l'air. Maître Bertrand posa devant moi un épais dossier. « Madame Dupont, voici les documents de succession. Votre époux m'a indiqué que vous souhaitiez simplifier les choses. » Antoine hocha la tête avec un sourire bienveillant, presque paternel. « Signe ici, chérie. C'est pour notre avenir. Je gérerai tout, comme toujours. » Le contrat était là, sous mes yeux, une renonciation partielle à mes droits directs, un transfert de gestion à Antoine, clause dissimulée dans un jargon juridique qui, pour un œil non averti, semblait anodin. Il croyait sincèrement me posséder, me manipuler une dernière fois. « Élise, tu n'y connais rien aux affaires complexes, ajouta-t-il doucement, sa main posée sur la mienne comme pour me réconforter. Laisse-moi protéger notre patrimoine. » Assise là, stylo en main, je revis en un éclair toutes les humiliations accumulées. Le gala au Louvre, son rire condescendant résonnant dans la salle immense tandis qu'il me réduisait à une décoratrice d'intérieur. Les messages à Claire,
C'est « amour » qui n'était pas pour moi. Les nuits solitaires où il rentrait tard, sentant le parfum d'une autre. Les critiques voilées, les ordres déguisés en conseils. Et surtout, la mort de papa, ce dernier regard qu'il m'avait lancé depuis son lit d'hôpital, ne signe rien sans lire, ma fille. Tu es plus forte que tous. Mon cœur battit à tout rompre, un tambour de guerre dans ma poitrine. Le notaire tout sauta, impatient. Antoine sourit plus largement, certain de sa victoire. Point de rupture. Au lieu de signer aveuglément, je tournai lentement les pages, mes yeux glissant sur chaque ligne. Une clause cachée sauta aux yeux, non pas une capitulation, mais une confirmation subtile. Mes actions restaient intactes, inaliénables, protégées par les dispositions secrètes de papa. Tout ce qu'Antoine croyait gagner n'était qu'illusion. Non, dis-je calmement, posant le stylo avec une précision délibérée. Le silence tomba comme une lame. Antoine cligna des yeux, son sourire se figeant. Quoi? Sa voix trahissait déjà l'incrédulité. Je levai les yeux vers lui, pour la première fois sans peur. J'arrête. Je divorce. Les mots sortirent nets, tranchants, libérés après des années de silence. La pièce sembla se figer, Maître Bertrand ajusta ses lunettes, Antoine blêmit. Élise, tu es fatiguée, sous le choc du deuil, balbutia-t-il, tentant déjà de reprendre le contrôle. On en parlera à la maison. Mais je me levai, droite, la voix ferme. Non, Antoine. C'est fini. Tu m'as sous-estimé une fois de trop. Intérieurement, un feu d'artifice éclatait, la trahison finale, sa tentative de vol pur et simple de l'Empire avait brisé la dernière chaîne. Je me sentais vivante, puissante, comme si des années de poids invisible s'étaient envolées d'un coup. J'y sortis de l'étude sans un regard en arrière, l'air froid de décembre me fouettant le visage sur l'avenue Montaigne. Paris était en pleine effervescence pré-Noël, les vitrines de Dior et Chanel scintillaient de décorations dorées, les passants pressés portant des paquets, les marrons chauds embaumant les trottoirs. Mais pour moi, c'était un autre Noël qui naissait, celui de ma liberté. Dehors, la tour Eiffel se dressait au loin, solide, immuable, symbole de ma renaissance. Je hélai un taxi, direction l'appartement, mais pas pour rentrer dans l'ancien rôle. En chemin, j'appelai mon avocat personnel, Maître Laurent, un ancien collaborateur de papa que j'avais contacté en secret des semaines plus tôt. C'est le moment, lui dis-je simplement. Bloquer tous les accès d'Antoine à l'entreprise. Préparer la procédure de divorce. Et convoquer le conseil d'administration pour demain. De retour à l'appartement, je commençai à agir avec une efficacité froide. Antoine rentra 1 heure plus tard, furieux, tentant de masquer sa panique. Élise, qu'est-ce que cette folie? Tu vas tout gâcher. Mais je tins bon, rassemblant mes affaires personnelles dans une valise, mes bijoux, mes livres préférés, les photos de maman. Tu as voulu me voler mon héritage, répondis-je calmement, le regardant droit dans les yeux. Tu as cru que j'étais faible, naïve. Mais papa m'a tout légué. Tout. Son visage se décomposa, passant de la colère à l'incrédulité. Il tenta de m'embrasser, de me supplier, chérie, on peut arranger ça. Pense à notre vie. Mais je reculai, sentant enfin ma force. La décision libéra un poids immense, comme si j'avais retenu mon souffle pendant 10 ans et que je respirais enfin. Cette nuit-là, je quittai l'appartement pour m'installer à l'hôtel Plaza Athénée, une suite avec vue sur l'avenue Montaigne illuminée. Allongé sur le lit immense, drap de coton égyptien, je laissai les larmes couler, non plus de tristesse, mais de soulagement. Paris bruissait en bas, les klaxons, les rires des passants, la ville vivante et indifférente. J'ouvris mon ordinateur, relus les documents une dernière fois, les actions, les procurations, tout à mon nom. Antoine n'avait plus rien. Le lendemain, au siège de Dupont Industries, cet immeuble de verre et d'acier à la Défense, le conseil d'administration se réunit en urgence. J'entrai, vêtu d'un tailleur noir sévère, cheveux relevés, le regard déterminé. Les visages se tournèrent vers moi, surpris. Antoine était là, pâle, essayant encore de manœuvrer. Mais quand je posai les preuves sur la table, le testament, les transferts, le silence fut total. Je prends la direction effective immédiatement, annonçai-je. Des applaudissements timides fusèrent, puis plus forts.
Antoine baissa la tête. Les jours suivants furent un tourbillon d'action. J'embauchai une équipe de sécurité pour changer les codes d'accès, geler ses comptes professionnels, lancer la procédure judiciaire. Paris devint mon allié, les cafés où je rencontrais mes nouveaux conseillers, les promenades solitaires le long de la Seine où je réfléchissais à l'avenir. Plus de manipulation, plus de doutes. J'étais prête à me battre, à recliner mon pouvoir, à transformer l'Empire en quelque chose de nouveau, plus éthique, plus innovant, à mon image. Le point de rupture n'était pas une fin, mais le début fulgurant d'une vie que je choisissais enfin. Antoine, relégué à l'ombre, comprendrait bientôt que la femme qui l'avait humilié était désormais intouchable. Et moi, Élise Dupont, je volais enfin de mes propres ailes, au-dessus de la ville lumière qui m'avait vu renaître. Antoine réagit comme un animal acculé, pris au piège dans la cage qu'il avait lui-même construite. Les premiers jours après ma déclaration chez le notaire, il oscilla entre rage contenue et fausse contrition, cherchant désespérément la faille qui lui permettrait de reprendre le contrôle. Je m'étais installée au Plaza Athénée, dans une suite spacieuse donnant sur l'avenue Montaigne illuminée par les guirlandes de Noël. Chaque matin, je me réveillais avec une sensation nouvelle, la liberté, légère et presque vertigineuse. Paris, en décembre, bruissait d'une féerie artificielle, les vitrines de Galeries Lafayette scintillaient, les patineurs tournaient sous les lumières de l'hôtel de ville, mais en moi, l'hiver était fini. Le premier assaut arriva par téléphone. Antoine appela à minuit, la voix tremblante de larmes feintes. « Élise, reviens. C'était une erreur, tout ça. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Il pleurait presque, racontant combien il se sentait perdu sans moi, combien notre appartement semblait vide. Je l'écoutais, assise près de la fenêtre, observant les flocons légers tomber sur les toits haussmanniens. Ses mots étaient doux, enveloppants, comme autrefois quand il me courtisait. Mais je les entendais différemment maintenant, chaque « je t'aime » sonnait comme une tentative de reconquête, chaque regret comme un calcul. Je ne répondis presque rien, laissant le silence peser. Il raccrocha en promettant de tout arranger. Le lendemain matin, un énorme bouquet de roses blanches arriva à l'hôtel mes préférées, celles que papa faisait livrer pour mon anniversaire. La carte, écrite de sa main élégante, « Pardonne-moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Antoine. » Je regardai les fleurs un long moment, puis demandai au concierge de les offrir au personnel. Elles étaient belles, mais empoisonnées. Ensuite vint la phase des cadeaux et des gestes ostentatoires. Il m'envoya un collier de chez Cartier, une rivière de diamants qui scintillait comme la Seine sous les projecteurs. Puis un week-end réservé à l'hôtel du Cap Edenrock, pour qu'on se retrouve, comme avant. Je refusai tout, renvoyant les paquets avec un simple mot, inutile. Chaque refus le rendait plus nerveux. Il passa alors à la manipulation publique. Des messages larmoyants à mes amis communs, Élise traverse une crise depuis la mort de son père. Elle n'est plus elle-même. Je suis très inquiet. Une ancienne camarade de lycée m'appela, inquiète, il dit que tu es dépressive, que tu refuses de te soigner. Je ris, pour la première fois depuis longtemps. Ne t'en fais pas. Je n'ai jamais été aussi lucide. Mais Antoine ne s'arrêta pas là. Il tenta de me discréditer au sein même de l'entreprise. Lors d'une réunion du conseil d'administration que j'avais convoqué à la Défense, il apparut sans y être invité, costume impeccable, sourire de circonstance. Mesdames, messieurs, je comprends le choc que nous traversons tous. Élise est bouleversée par le deuil. Elle n'est peut-être pas en état de prendre des décisions aussi lourdes. Quelques regards hésitants se tournèrent vers moi. Il jouait son va-tout, comptant sur l'image de la femme fragile qu'il avait si soigneusement construite pendant 10 ans. Mais j'avais préparé le terrain. Mon avocat posa sur la table les documents irréfutables, le testament, les transferts d'actions, les procurations. Et surtout, les preuves de ses manœuvres email à Claire, tentative de restructuration secrète, notes internes où il se présentait déjà comme futur PDG. Le silence fut total. Un à un, les membres du conseil se rangèrent derrière moi. Antoine sortit blême, sans un mot. Le soir même, il força la confrontation dans l'appartement que j'avais quitté. J'y étais retourné pour récupérer quelques affaires personnelles, escorté par un agent de sécurité. Il m'attendait dans le salon, une bouteille de Château Margaux ouverte, 2 verres posés sur la table basse.
La lumière tamisée des lampes anciennes donnait à la pièce une atmosphère presque théâtrale. Il s'approcha, les yeux rougis cette fois, les larmes semblaient réelles. Élise, sans toi, je suis rien. Il tomba à genoux, littéralement, prenant mes mains dans les siennes. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. Pour notre avenir. Faux sanglots, voix brisée. Il tenta le gaslighting une dernière fois, tu imagines des choses. Cette histoire avec Claire, ce n'était rien. Tu es la seule que j'aime. Je retirai mes mains doucement, le regardant avec une pitié nouvelle. Tu m'as humilié devant tout Paris. Tu as essayé de me voler mon héritage. Tu m'as menti pendant des années. Ma voix était calme, posée, sans colère apparente. C'est cela qui le terrifia le plus point et elle se releva, passant de la supplication à la menace voilée. Si tu continues, je vais tout révéler. Nos disputes, tes faiblesses. Les gens croiront que tu es instable. Mais je tins bon, soutenu par la force que j'avais découverte en moi. J'ouvris mon téléphone, montrai les captures d'écran, ses messages à Claire, ses plans pour prendre le pouvoir, même des preuves de petites fraudes fiscales qu'il avait commises en mon nom. Signe les papiers de séparation, Antoine. Ou je rends tout public. Ses yeux trahirent la peur pure, celle d'un homme qui voit son château de cartes s'effondrer. Il tenta un dernier coup, presque pathétique, pense à notre vie luxueuse. Les voyages, les galas, les amis. Tu vas tout perdre. Je souris, pour la première fois avec une assurance absolue. Non, Antoine. C'est toi qui vas tout perdre. Moi, je commence enfin à vivre. Il signa le lendemain, dans le bureau de mon avocat, la main tremblante. Les conditions étaient claires, divorce par consentement mutuel, aucun droit sur l'entreprise, une indemnité raisonnable pour service rendu. Il quitta la pièce sans me regarder, épaules voûtées, l'arrogance brisée net. Paris, en cette fin d'année, pleuvait sans discontinuer, comme pour laver les rues de toutes les illusions. Je marchais souvent seul le long de la Seine, emmitouflé dans un manteau de cachemire, observant les péniches glisser sous les ponts. La pluie fine mouillait mon visage, mais je me sentais propre, neuve. Chaque manipulation d'Antoine, chaque tentative de reconquête avait renforcé ma résolution. Je voyais désormais son vrai visage, un homme ambitieux, mais faible sans pouvoir extérieur, un manipulateur qui n'avait jamais su aimer autrement qu'en possédant. J'y commençais à reconstruire. De nouveaux amis, sincères cette fois. Des dîners où je parlais librement, sans craindre d'être corrigé. Des voyages décidés sur un coup de tête, un week-end à Venise, seul, à flâner dans les quais embrumés. Je repris la peinture, installant un atelier dans la villa de Versailles, face aux jardins enneigés. Et à l'entreprise, je nommai une équipe loyale, lançai des projets écologiques que j'avais toujours rêvés. Antoine, relégué à un poste subalterne directeur adjoint d'une filiale mineure, évitait mon regard lors des rares réunions où nos chemins se croisaient. Un soir de réveillon, seul sur le balcon de ma nouvelle résidence, un appartement lumineux rue de l'Université, je regardais les feux d'artifice éclater au-dessus de la tour Eiffel. Paris explosait de lumière, de joie, de promesses. Antoine m'avait envoyé un dernier message, je regrette tout. Joyeux Noël. Je l'effaçai sans répondre. Sa réaction, toutes ces tentatives désespérées de manipulation, n'avaient fait que consolider ma force. J'étais enfin libre de ses chaînes émotionnelles, libéré du poids de ses mensonges. La femme qu'il avait essayé de briser était devenue indestructible. J'y levé mon verre de champagne vers la ville lumière. À moi. À la nouvelle Élise. Le dénouement fut ma renaissance, un éclat de lumière après des années passées dans l'ombre. Quelques mois après le divorce, je me tenais au sommet de Dupont Industries, dans la grande salle de conférence de l'Hôtel Intercontinental à Cannes, lors du MIPIM, le plus prestigieux rassemblement immobilier et industriel d'Europe. La Côte d'Azur resplendissait sous un soleil de printemps précoce, la mer Méditerranée d'un bleu profond, les palmiers agités par une brise tiède, les yachts s'alignaient dans la baie comme des joyaux flottants. J'étais là, en tailleur blanc immaculé, cheveux relevés en un chignon élégant, devant un auditoire de centaines de dirigeants venus du monde entier. Les projecteurs m'éclairaient, les caméras tournaient, et pour la première fois, c'était moi qui parlais, moi qui décidais, moi qui brillais. Mesdames, messieurs, commençai-je d'une voix assurée qui résonna dans la salle,
le pouvoir n'est pas hérité, il est conquis. Par le travail, par la vision, et parfois par le courage de briser les chaînes qu'on nous impose. Les applaudissements fusèrent, chaleureux, sincères. Je présentais mon nouveau projet phare, une gamme de véhicules électriques durables, fabriqués avec des matériaux recyclés, une révolution écologique pour l'industrie automobile française. Les chiffres défilèrent sur l'écran géant derrière moi: investissement, création d'emplois, réduction carbone, et la salle retint son souffle. C'était mon empire, remodelé à mon image, éthique, innovant, tourné vers l'avenir. Au premier rang, Antoine était là, relégué à un poste subalterne de directeur régional, costume gris anonyme, visage fermé. Quand nos regards se croisèrent, il baissa les yeux. Sa arrogance, autrefois si éclatante, était brisée, pulvérisée comme du verre sous un talon-point. Ce moment marqua le véritable tournant. Après le divorce, j'avais pris les rênes avec une détermination farouche. Le conseil d'administration, d'abord hésitant, m'avait suivi sans réserve quand j'avais révélé l'étendue du legs de papa, toutes les actions à mon nom, sans contestation possible. Antoine, confronté à la réalité, avait tenté une dernière humiliation: des rumeurs murmurées dans les couloirs, des articles anonymes dans la presse people suggérant que j'étais instable, mais les preuves que j'avais accumulées l'avaient réduit au silence. Je l'avais laissé dans l'entreprise, non par pitié, mais par stratégie, qu'il voie chaque jour ce qu'il avait perdu. Tu travailles pour moi maintenant, lui avais-je dit calmement lors de sa première réunion sous mes ordres. Il avait pâli, serré les dents, et murmuré des excuses bredouillantes. Je l'avais ignoré, passant à l'ordre du jour. Ma nouvelle vie s'épanouit comme une fleur longtemps privée de soleil. Je voyageais seul, enfin libre de choisir mes destinations. Un mois à New York, où je négociais des partenariats avec des géants de la tech, marchant dans Central Park sous les cerisiers en fleurs, un café à la main, savourant l'anonymat délicieux d'une femme indépendante. Puis l'Italie, Florence et ses musées où je passais des heures devant les Botticelli, redécouvrant ma passion pour l'art que j'avais étouffée pendant des années. À Paris, je redécouvris la ville avec des yeux neufs, des cafés solitaires aux flores, où je lisais des romans sans craindre d'être interrompu, des marches interminables le long de la Seine au crépuscule, observant les lumières se refléter sur l'eau comme des étoiles tombées, des dîners avec de vrais amis, ceux que j'avais recontactés après avoir brisé l'isolement qu'Antoine m'avait imposé. Mes émotions étaient un océan de joie pure, une autosuffisance que je n'avais jamais connue. Plus de manipulation, plus de doutes semés comme des poisons lents. Je me sentais entière, puissante, belle dans ma propre peau. Je repris des hobbies oubliés, la peinture à l'huile dans l'atelier que j'aménageais à la villa de Versailles, face au jardin où les fontaines chantaient, l'équitation dans les forêts de Rambouillet, galopant librement sous la pluie fine, même des cours de cuisine chez le nôtre, où je riais avec des inconnus en pétrissant de la pâte. L'amour de soi devint mon encre, profond et solide. Un soir d'été, lors d'un gala de charité au Palais Garnier, je montai sur scène pour un discours similaire à celui de Cannes. La salle resplendissait, lustres étincelants, robes de soirée chatoyantes, orchestre jouant en fond. Antoine était présent, invité par obligation professionnelle. À la fin de mon intervention, alors que les applaudissements tonnaient, il s'approcha, hésitant, un verre à la main. « Élise, je suis fier de toi », murmura-t-il, les yeux fuyants. « Et je regrette tout. Vraiment. » Sa voix tremblait, sincère pour une fois peut-être, mais trop tardive. Je le regardai calmement, un sourire poli aux lèvres. « Merci, Antoine. Mais je n'ai plus besoin de tes regrets. » Je tournai les talons, rejoignant mes nouveaux alliés, des femmes dirigeantes, des innovateurs passionnés sans un regard en arrière. Et la Côte d'Azur devint mon refuge estival. J'achetai une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat, perchée sur les falaises, avec vue infinie sur la mer. Les matins, je nageais nu dans la piscine à débordement, sentant l'eau caresser ma peau comme une renaissance quotidienne. Les soirées, je recevais des amis choisis, rire autour de tables dressées de fruits de mer frais, vin rosé glacé, discussions profondes sur l'avenir du monde. Plus de façade, plus de rôle à jouer. J'étais Élise, simplement, pleinement. L'entreprise prospéra sous ma direction. Nous lançâmes la première voiture électrique made in France à zéro émission nette, un succès mondial. Les journaux titraient « Élise Dupont, la nouvelle reine de l'industrie française ». Je souris en lisant ces articles, me rappelant la femme effacée que j'avais été.
J'avais transformé la trahison en triomphe, l'humiliation en force inébranlable. Papa, où qu'il soit, devait être fier. Un jour d'automne, de retour à Paris, je marchais seul sur le pont Alexandre III, observant la Seine couler paisiblement. Le vent jouait dans mes cheveux, le soleil dorait les dômes des Invalides. Je pensais à tout le chemin parcouru, des larmes silencieuses dans l'appartement haussmannien aux ovations debout à Cannes. La liberté avait un goût de sel marin et de victoire, un parfum de jasmin et d'indépendance. Je n'avais plus besoin d'un homme pour briller, je brillais par moi-même. Fin d'un chapitre sombre, début d'une vie mienne, lumineuse, infinie. Paris, la ville qui m'avait vu tomber et me relever, scintillait autour de moi comme pour célébrer. Et moi, Élise Dupont, fille de magnate devenue impératrice de son propre destin, je marchais vers l'avenir, tête haute, cœur ouvert, enfin libre.